Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Bon, écoutez, connectez-vous, hein. On va se laisser. On va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous massivement. On va se laisser. C'est important. Connectez-vous, on va se laisser. Mettez-vous en ligne. 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 Excusez-moi, hein. Voilà, je vais faire un petit truc rapidement là. Connectez-vous. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct. Partagez massivement le direct. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Je suis le propriétaire de tous les dossiers, mes frères. C'est important. Partagez. Partagez le direct. Il faudrait qu'on se mouille la gorge. Mouiller gorge. Partagez. Ne soyez pas inquiets. Partagez. Et surtout abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Tom Keita, bonsoir à vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, j'ai compris, dit propriétaire de tous les dossiers. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Appelez-moi docteur Mondon. Boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit, El Padrino, Carmaribezo. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le titre est clair, comme l'eau de roche. Je dis bien, le titre de la vidéo est tellement clair comme de l'eau de roche. Quiconque ne partage pas ce direct, c'est que vraiment, il est né pour rester dans son sommeil, pour que la vérité passe devant sa porte. Quiconque veut savoir la vérité doit se connecter et partager, ainsi que s'abonner sur Fin des perturbateurs politiques, mes frères. Je dis bien, la petite soeur du président, si elle ne fait pas attention, elle va mourir. Ce n'est pas mon souhait, je sais que tout le monde va mourir. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Personne ne peut être éternel, seul Dieu est éternel. Mais ce qui se passe là, si elle ne fait pas attention, je dis bien, si elle ne fait pas attention là, elle ne va pas repartir en Côte d'Ivoire en bonne santé. C'est-à-dire, elle ira en Côte d'Ivoire dans un cercueil. Pour arriver en Côte d'Ivoire en bonne santé là, elle doit contacter le propriétaire de tous les dossiers. Je dis bien, si vous voulez être insolent, restez insolent, soyez insolent. Il est calme, il est clair, il est serein. Moro, c'est vous qui allez pleurer encore. Restez là, dit Moro, cassé, on ne donne pas. Moro, c'est pas histoire de jetons, hein. Mais restez là, soyez égoïste, soyez trop zélé. C'est Ouattara encore qui va pleurer. Lui-même, ses yeux là, ça ne va pas déjà. Ça se tord. Sa petite soeur va mourir là. C'est lui encore qui va pleurer encore pour augmenter dessus. Donc, ne contactez pas le propriétaire de tous les dossiers. Hein. Restez là pour dire que zélé. Et ces cercueils, c'est en plein carême là. Vous n'allez pas bien fêter Ramadan là. Il faudrait que je respecte le Ramadan de tous les musulmans. Mais je dis, si vous voulez être trop gonflé, si vous voulez être trop zélé là, Ramadan là, Alassane Ouattara, il va passer ça dans la douleur. Je vais dire quoi par là? Je vais dire sa petite soeur. Demandez à Ouattara. Demandez à Draman où se trouve sa petite soeur.
demander à Alassane Ouattara où se trouve sa petite sœur. Lui-même, Alassane Ouattara, il ne se porte pas bien, mais sa santé est rentrée en ordre. Mais en même temps, sa petite sœur, elle est hospitalisée en ce moment à l'hôpital Salpêtrière, en France là-bas. La maladie qu'elle a là, ce n'est pas une maladie simple, c'est une maladie mystique. Il faudrait qu'elle le sache. Je répète, la maladie qu'elle a là, elle n'a qu'à avoir ses milliards. Ouattara n'a qu'à dépenser des milliards de dollars. Et les médecins français là ne peuvent pas la guérir. Il faudrait que ça soit clair. Donc, si vous voulez qu'elle guérisse là, contactez le propriétaire de tous les dossiers. Bien compris. C'est nous. Il a dit, je suis le propriétaire de... Est-ce que vous savez qu'elle est malade? Ou bien vous savez qu'elle était malade? Mais voici, c'est moi qui vous annonce cela. Et ceux qui sont dans les bois sacrés là, ils savent. Cette vidéo-là, donnez ça au cadre du RADP pour dire la petite soeur du président qui est malade là. Ce n'est pas une maladie que les médecins peuvent soigner. Pour qu'elle guérisse là, contactez le propriétaire de tous les dossiers. C'est moi qui vous le dis. Dans le cas contraire, je répète très bien, je dis dans le cas contraire, si vous voulez vous montrer trop zélé, Ouattara va fêter son ramadan dans la douleur. Il faudrait que ça soit clair. Je ne rentre pas dans les détails. Détails là, je ne vais pas rentrer dedans. Elle sait ce qui se passe. La présidente du président, elle sait. Elle connaît les dossiers, elle sait de quoi elle souffre. Mais pour gagner la guérison, elle n'a qu'à contacter le propriétaire de tous les dossiers. Bien compris. Elle sait de quoi elle souffre. Il faudrait que ça soit clair. Petit chat de Ouattara Dramane, là, elle sait de quoi elle souffre. Sa fille est mariée à un ministre. Mais je n'ai pas envie. Ce n'est pas la vidéo que je suis venu faire ce soir. Je ne suis pas là venu parler d'elle. Mais le dimanche prochain, on va casser tous les papos sur elle. Là. Donc c'est un avertissement. Moi, en tout cas, c'est pour sauver sa vie. C'est pour sauver sa vie. Donc là où elle est couchée sur le lit de l'hôpital, sa fille qui est mariée à un ministre dans le gouvernement de Ouattara, si elle voit cette vidéo-là, ma soeur, ta mère, maladie qu'elle a, souffrance qu'elle subit en ce moment-là, ce n'est pas simple, c'est mystique. Donc, ce n'est pas la peine de gaspiller les milliards. Hein? Ce n'est pas la peine, vous allez gaspiller les milliards. Contactez le propriétaire de tous les dossiers qui parle dans cette vidéo et vous allez voir. Hein? Dès que vous me contactez là, une semaine après, la soeur du président, là, elle va se rétablir. Elle sera en pleine forme, comme si rien n'était. Ce n'est pas moi qui suis à la base de ça. Mais je sais de quoi je vous parle. Envoyez ce message à la petite soeur du président Ouattara. Si Dramane ne veut pas fêter dans la douleur, en pleine fête des musulmans, s'il ne veut pas pleurer et qu'il veut être heureux, alors il faudrait que ce message arrive à leur niveau. Ce n'est pas une question de truc, mais c'est pour sauver la vie de la dame. Je n'ai rien contre elle, mais je vous informe. Donc ceux qui ne comprennent rien, mais parler comme ça, c'est elle qui va mourir. En tout cas, je sais que je vais mourir, mais ce n'est pas maintenant. Dieu encore, il va régner sur la terre avant qu'il ne parte un jour. Mais elle a encore de l'avenir devant elle. Et si le gouvernement ne fait rien, si vous ne contactez pas Guégué, mes frères, elle va partir trop tôt. Alors, on quitte ce dossier. Mais le dimanche prochain, on va revenir sur ce dossier. Et en ce moment-là, on va rentrer en profondeur. On va creuser ce dossier. Et je vais vous dire pourquoi elle est malade, de quoi elle souffre, pourquoi elle est malade. Et pourquoi elle fait croire aux gens que c'est une maladie d'hôpital qu'elle a. Elle n'a pas maladie d'hôpital. Mais c'est le dimanche prochain. Nous allons creuser ça. Je vais vous dévoiler tout. Tous les papos seront dehors. Je dis bien les dossiers les plus lourds parce que je suis le propriétaire de tous les dossiers. On va afficher ça et chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne ainsi que les Africains sauront de quoi elle souffre. Et Ouattara, à son tour, il saura quoi faire.
Alors, je vais me mouiller la gorge, je vais m'hydrater la gorge, afin qu'on poursuive mes frères. Alors, Amédée Oremi, condamné, parce que le gouvernement de Dramane reproche à ce monsieur d'avoir commis des crimes contre l'humanité au sein de notre nation appelée la nation Ivoire. Waouh! Et je vois des adomoutons là qui disent non mais ils ont libéré Gbagbo, ils n'ont qu'à libérer Amédée Oremi. Je ne m'oppose pas. Je ne m'oppose pas à cette vision, à cette idéologie. Il n'y a pas de souci. Mais Amédée Oremi là, il combattait au nom de qui? Voici la question. Il combattait pour qui et au nom de qui? Il portait quelle tenue lorsqu'il était sur le terrain, lorsqu'il combattait? Et il y a d'autres qui disent que dans les commentaires, dans les posts, ils disent que il faudrait que la justice ivoirienne libère Amédée Oremi parce qu'il a sauvé les militants du RADP, des miliciens de Laurent Gbagbo, contre les miliciens de Laurent Gbagbo. Ah bon? Donc, de tels propos qui veut dire que tout simplement Amédée Oremi, il était un mercenaire ou un soldat du RADP. Donc si quelqu'un a combattu, s'il a tué au nom du RDR ou du RADP, qui était d'alors le chef du RADP ou qui était le chef du RDR? Question. Mais s'il avait combattu au nom du FSI ou bien des FSI, mais s'ils ont commis des crimes, qui doit endosser les responsabilités des crimes commis par Amédée Oremi? Parce que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été poursuivis. Cela ne veut pas dire que Gbagbo lui-même il était dans une tenue militaire pour aller sur le terrain attraper une Kalachnikov pour aller faire la guerre. Ils ont poursuivi Laurent Gbagbo dans le seul but que les soldats pro-Laurent Gbagbo avaient commis des exactions tout simplement dans la commune d'Abobo. Et comme Laurent Gbagbo était leur leader, alors ils ont décidé de poursuivre Laurent Gbagbo parce qu'ils ont dit que Laurent Gbagbo avait commis des crimes contre l'humanité. Et les 3000 morts, c'est Laurent Gbagbo qui était à la base de tous ces morts. Ce n'était pas Laurent Gbagbo lui-même qui était sur le terrain en train de combattre. Mais c'était des gens, d'après la justice, des gens qui étaient affiliés à Laurent Gbagbo, qui ont combattu, qui ont commis des exactions. C'est pour ça que Laurent Gbagbo avait été poursuivi. Maintenant, Amédée Oremi là-haut, puisqu'il n'était pas du côté de Laurent Gbagbo, et puis il était du côté de l'opposition d'alors, c'est-à-dire du côté de Ouattara et sa bande, et au nom de Dramane Ouattara et sa bande, Amédée Oremi a commis des crimes contre l'humanité. Alors, qui doit adosser les responsabilités? Puisque Laurent Gbagbo et Blé Goudé avaient adossé leurs responsabilités au nom des militaires qui avaient combattu pour Laurent Gbagbo ou bien pour le FPI. Et donc, si Amédée Oremi a combattu pour les FSI ou bien pour le RADP ou le RDR, mais qui doit endosser les responsabilités? C'est Ouattara. Vous savez pourquoi Alassane Ouattara s'est précipité pour juger Amédée Oremi? Je vais vous dire ce que les Ivoiriens ignorent. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que dans cette histoire-là, il y a la vérité qui se cache. Amédée Oremi avait été arrêté il y a de cela des années. Il n'avait pas été jugé. Mais tout à coup, soudainement, brusque, le pouvoir de Dramane décide de juger Amédée Oremi pendant que Laurent Gbagbo sort. Pendant que la CPI libère Laurent Gbagbo et pendant que la CPI envoie une équipe en Côte d'Ivoire pour traquer, c'est-à-dire les criminels qui ont commis des exactions à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour ne pas que cette histoire aille loin, pour ne pas que Dramane, par exemple, lui-même, il sait qu'il est impliqué. Il sait que les membres de son gouvernement sont impliqués. Sa bande, c'est son gouvernement, lui, RADP et consort,
ils savent bel et bien, et ils sont conscients qu'ils sont tous des criminels. Ils savent qu'ils ont tué le peuple ivoirien. Ils savent qu'ils ont violé des enfants. C'est-à-dire des enfants de 2 mois, de 3 mois, de 1 mois. Des enfants qui venaient de naître. Ils ont éventré des femmes qui étaient enceintes. Violé des femmes qui étaient enceintes. Les crimes qu'ils ont commis, on ne peut pas compter ça en Côte d'Ivoire. Et pour se dédouaner, pour ne pas que la CPI aille loin, c'est-à-dire les agents de la CPI qui ont débarqué en Côte d'Ivoire pour aller enquêter, pour ne pas qu'ils aillent loin, alors ils prennent tout ce qui a été commis comme crime, ils mettent ça sur la tête d'Amédée Oremi pour dire que c'est lui seul qui est le criminel et que c'est lui qui a commis les exactions à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc pour ça là, il est condamné à perpétuité. Et c'est fini. Ils vont dire, mais vous enquêtez pourquoi? Mais c'est lui seul qui est le criminel. Donc, il n'y a plus de truc d'enquête à mener parce que le criminel, on l'a mis en prison. Mais ce criminel-là, il travaillait pour qui? Voici la question de base. La question fondamentale qu'il faut se poser avant de dire Amédée Oremi, non, non, non. Parce que si c'était un militaire du camp de Laurent Gbagbo qui avait commis ces exactions, soi-disant au nord de la Côte d'Ivoire, ils allaient, les moutons d'ado là, ils allaient se poser des questions. Ces soldats-là, ils travaillaient pour qui? Est-ce qu'il était pro Gbagbo ou il était pro FPI? Ils combattaient pour qui? Et pourquoi il avait commis les exactions? Et ils allaient mettre ça sur le dos de Gbagbo. Parce que c'est ce qui s'est passé à Bobo. Mais tous ceux qui accusent Gbagbo de criminel, là, ils n'ont jamais vu Laurent Gbagbo dans une tenue militaire en train d'attraper une calache pour aller combattre. Mais ils accusent Laurent Gbagbo tout simplement parce que les militaires qui défendaient la République et que Laurent Gbagbo était au pouvoir, eux, ils font la liaison entre ces militaires et Laurent Gbagbo parce qu'ils se disent que si ces militaires ont combattu, c'est parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc si Amédée Oremi a combattu, c'est parce que Ouattara et sa bande étaient dans une rébellion. C'est parce que Ouattara et sa bande ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est parce que Ouattara et sa bande voulaient prendre le pouvoir par tous les moyens. C'est parce que Ouattara et sa bande attaquaient tous les villages et toutes les petites villes de la Côte d'Ivoire. C'est parce que Ouattara et sa bande prenaient des villes pendant que les forces de défense et de sécurité appelées FDS reculaient. Ils prenaient des villes et ces villes n'étaient plus contrôlées. Il n'y avait plus de sécurité. Et les Amédée Oremi qui travaillaient aux ordres de Ouattara, lorsqu'ils arrivaient dans les villages et dans les villes, ils commettaient des crimes contre l'humanité. Et donc Amédée Oremi a combattu au nom de qui? Pour qui? Et pourquoi? Question. Alors cette question, on doit répondre ça. Le RADP doit quitter dans son hypocrisie notoire. Et les gens doivent savoir qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu de justice. Parce que pour moi, la vraie justice, ce n'est pas dans le camp du FPI, c'est dans le camp du parti au pouvoir. Tôt ou tard, ils seront traqués. Il faudrait que ça soit créé. Blaise Compaoré, il s'est baladé, il a fait combien d'années au pouvoir? Je peux penser qu'il a fait au moins 27 ans. Après 27 ans de règne, quand il a chuté, il a encore pris du temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est traqué, c'est-à-dire la justice est derrière Blaise Compaoré pour dire, Blaise, tu as régné 27 ans au Burkina. Après ton règne, tu as été déchu. Tu t'es enfui malgré la nationalité, le changement de ta nationalité. Tu seras toujours traqué par la justice au Burkinabé. Les dossiers de Thomas Sankara ont été relevés. Donc Ouattara et sa bande, tous ceux qui sont ministres d'Alassane Ouattara, tous ceux qui étaient logés à l'hôtel du Golfe, qui commettaient des crimes, qui envoyaient des gens d'aller tuer d'autres personnes, ils seront traqués, quel que soit le temps. Il faudrait que vous le sachiez. Vous n'allez pas prendre les Ivoiriens comme des couillons. Vous tuez les gens et vous voulez mettre toutes les responsabilités sur Amédée Oremi. Les Kone Zakaria, ils n'ont pas tué. Mais qui dit Kone Zakaria dit Amédée Oremi parce qu'ils avaient les mêmes titres. Je dis bien, ils avaient les mêmes titres. C'était tous sortes de rebelles. Ou bien vous l'avez arrêté parce qu'il est burkinabé. Mais s'il est burkinabé, est-ce qu'il allait commettre des exactions sur le territoire ivoirien? Mais il a prêté main forte à qui? Il est rentré en Côte d'Ivoire au nom de qui? Est-ce qu'Amédée Oremi était en Côte d'Ivoire avant la rébellion? Est-ce qu'Amédée Oremi commettait des exactions à l'ouest avant que Ouattara ne se déclare président à l'hôtel du Golfe? Respectez les gens. Hein. C'est parce que Ouattara dit qu'il est président à l'hôtel du Golfe.
et qu'il a lancé un mot d'ordre à ses militants et à ses rebelles de boycotter et d'aller prendre le pouvoir par tous les moyens, c'est suite à cet ordre que les Amédée Oremi sont allés commettre des crimes. Donc si Amédée Oremi a commis des crimes, c'est parce que Ouattara a appelé ces gens-là à aller tuer des Ivoiriens. Donc en un mot, Alassane Ouattara est un criminel, il doit répondre de ses actes. N'embobinez pas les gens pour dire non, Amédée Oremi c'est lui. Non, 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 à l'ouest là, ce n'est pas un seul individu qui a commis les crimes. Les photos sont là. J'ai dit les vidéos sont là, les images sont là, ça ne ment pas. Et lorsqu'on prend, on dit non, ce sont les miliciens de Gbagbo, ils ont tué. Donc les miliciens de Gbagbo là, eux, ils ne sont pas des humains. Les miliciens de Gbagbo là, eux là, ce sont des cafards. Ce sont des abeilles. Qu'on les tue là, ce ne sont pas des humains. Mais je veux savoir, les 3000 morts là, c'est-à-dire, on enlève les miliciens de Laurent Gbagbo là-dedans. Ce sont les militants sorbants du RADP qui sont, qu'on dit ils sont 3000, mais lorsqu'on parle de 3000 morts, que ce soit milicien, que ce soit un simple citoyen lambda, tout le monde fait partie de ce nombre. Alors, on cherche à savoir qui a tué ces 3000 morts. On ne cherche pas à savoir qui a tué milicien, qui n'a pas tué milicien, qui a tué un simple civil, qui n'a pas tué un simple civil, qui a tué mercenaire. On dit qu'il y a eu 3000 morts. Et donc on veut savoir qui est l'auteur de ces 3000 morts. Et dans ces 3000 morts-là, il y a les militaires, il y a les civils, il y a des mercenaires, il y a des miliciens, il y a toutes sortes de personnes font partie de ces 3000 morts. On veut savoir qui les a tués. Voilà la question. Donc vous, militants du RADP, vous ne pouvez pas justifier vos bêtises notoires en disant que non, ceux qui sont morts à l'ouest, c'était des combattants de Gbagbo Laurent, et que c'était des miliciens, donc vous les avez neutralisés. Mais ceux que vous avez neutralisés à l'ouest, est-ce qu'ils font partie des 3000 morts? Si oui, alors vous êtes des criminels. Si oui, là, c'est que vous reconnaissez devant l'humanité tout entière que parmi ces 3000 morts-là, les gens du RADP là, ont commis des exactions. Alors, s'ils ont commis des exactions, qui était le patron du RADP? Est-ce Ouattara? Alors, si c'est Ouattara, qu'il réponde. Ce qui veut dire que Ouattara a commis des crimes. Est-ce que vous comprenez? Je suis le maître de la parole. Et vous savez, au sein du RADP, vous me connaissez. En matière de la parole, Guégué est un pion clé. Guégué est un maître. Quand il s'agit de décortiquer les choses et rentrer en profondeur, personne ne peut m'égaler. Guégué ne recule pas, Guégué il connaît. Lorsqu'il émet un sujet, c'est qu'il maîtrise la profondeur de ce sujet. Je ne suis pas là pour divaguer et de dire n'importe quoi. Je sais que ce que je dis, ça énerve les gens et d'autres comprennent là où je veux en venir. Mais comme c'est des gens, ils sont hypocrites, souvent ils refusent de voir la vérité. Vous refusez, ce n'est pas Soro. Parce que Soro, je ne suis pas là, je ne suis pas avocat de Soro. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. D'autres disent Soro. À ce que je sache, les Amédée Oremi, c'est-à-dire les exactions qu'ils ont commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas en 2002. Parce que quand vous parlez de Soro, vous nous ramenez en arrière. En 2002, je comprends, je sais qu'une offensive a été lancée sur la Côte d'Ivoire, dirigée par Soro et les IB, il n'y a pas de souci. Mais en ce moment-là, les Amédée Oremi n'ont pas commis des exactions à l'ouest. Je sais qu'il y avait eu des morts à l'ouest. Mais tout dernièrement, je parle des derniers dossiers. C'est-à-dire quand Alassane Ouattara était à l'hôtel du Golfe et puis il a appelé les militants du RADP de boycotter par tous les moyens le gouvernement qui était en place et de manifester pour aller prendre le pouvoir. Si vous accusez Soro là, Soro étant à l'hôtel du Golfe, il militait maintenant pour qui? Puisque depuis l'hôtel du Golfe, Ouattara l'avait nommé ministre de la Défense. Donc en tant que quelqu'un qui est ministre de la Défense, toutes les forces lugubres et sataniques du RADP, appelées Dozo, FSI, mercenaires, venant de tous bords, étaient sous le contrôle de Guillaume Soro. Et lui aussi, il était
sous le contrôle de trucs Alassane Ouattara. C'est Ouattara, il maîtrisait Soro. Et Soro, à son tour, il maîtrisait les rebelles. Et avant que Soro n'agisse, il fallait, coûte que coûte, l'approbation de Ouattara. Alors, si en 2010, les Amédéens Oremi ont commis des crimes contre l'humanité, les Amédéens Oremi, là, ils combattaient pour qui? Voici la question. Parce que Soro ne donnait pas des ordres sans avoir de responsabilité. S'il donnait des ordres, c'est parce qu'il avait été nommé ministre de la Défense, mes frères. Et qui l'avait nommé, c'était Ouattara. C'est Ouattara Draman là qui avait nommé Soro. Donc, en tant que ministre de la Défense, il était obligé de remplir ses fonctions. Et c'est ce qu'il faisait. Donc, tout ce qui avait été commis comme crime sous l'ordre de Diom Soro relève de la responsabilité de Ouattara. Parce que c'est comme si vous nous dites que Mangou Philippe a commis des crimes contre l'humanité. C'est ça, hein, les militaires ivoiriens, là. Vous dites qu'ils ont tué des gens. Mais automatiquement, Draman, est-ce qu'il n'a pas fait la liaison entre ces militaires et Laurent Gbagbo? Pourquoi il a envoyé Ben Soudan en Côte d'Ivoire pour dire que Gbagbo a commis des crimes? Est-ce que c'est Gbagbo qui était dans les chars combats pour aller combattre sur le terrain? C'est Gbagbo qui tirait. Ce n'était pas lui. Mais ceux qui tiraient là, ils étaient quoi? Ils tiraient parce que tout simplement, ils défendaient le régime, ils défendaient la République. Et lui qui était au devant de cette République, c'était Gbagbo. Donc la liaison a été vite faite. Gbagbo Laurent, président militaire, commet des crimes, est égal à Laurent Gbagbo, criminel. C'est clair. Ils l'ont attrapé vite, on dit non, il faut aller à la CPI. Parce que tu as donné des ordres aux gens. Mais les militaires, eux, ils sont sous les ordres du président en question. Donc, vous ne pouvez pas accuser Soro Diom d'être le criminel de tous ceux qui ont perdu leur vie en 2010. Puisque Soro Diom était déjà sous contrôle. Ce n'était pas le rebelle de Diom Soro que nous avions connu dans le temps passé. Parce qu'en 2002, Ouattara pouvait encore nier de dire que ce n'était pas lui qui envoyait Soro Diom. On sait bel et bien que c'est lui qui était derrière Soro Diom, bien sûr. Mais allons-y sur ce volet-là. Il peut dire non, je n'ai jamais envoyé Soro Diom, c'était pas moi, Soro Diom c'était un criminel et tout. Ok, il peut dire tout ce qu'il veut. Mais suite aux élections, mes frères, en 2010, parce qu'on dit suite, il y a eu une guerre post-électorale. Suite à cette guerre-là, il y a eu 3000 morts. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas d'une histoire de rébellion. Donc, suite à ces élections de 2010, là, il y a eu 3000 morts. Diom Soro défendait, c'est-à-dire, il était au devant des forces. Comment il s'appelle? Force républicaine. FSI. Mais lui, Soro Diom, avant d'être au devant de ces forces-là, qui l'avait nommé? Ouattara l'avait nommé ministre de la Défense, mes frères. Ouattara avait nommé Soro Diom ministre de la Défense. Donc, lui, il exécutait automatiquement les ordres de Draman. Si IB a été tué à Bobo, vous n'allez pas attribuer la mort d'IB à Soro Diom. Puisque avant d'agir, il y a une vidéo même qui est claire. Où Ouattara donne l'ordre à Soro Diom de donner l'ordre au FSI pour aller désarmer IB. C'est un langage politique. En un mot, allez-y abattre IB, c'est clair. Donc Soro Diom exécutait mot à mot, ou bien trait pour trait, les ordres de Draman. Et donc, sous l'ordre de Soro Diom, si les militants ont commis des crimes, en un mot, c'est Ouattara qui a donné ses ordres à Soro Diom d'aller faire telle chose ou telle chose. Donc, Soro Diom a agi selon les lignes directrices de Ouattara. Ce qui veut dire que Ouattara, de façon indirecte, par le biais de Soro Diom, Ouattara a commis des crimes, même si lui n'a pas pris une kalachnikov pour aller sur le terrain pour combattre. Ouattara est un criminel. Donc, il a le même... Si vous militants du RA2P, vous accusez Laurent Gbagbo d'être un criminel, mais il a le même titre que Laurent Gbagbo, votre Ouattara. Parce que aucun parmi vous ne lèvera un petit doigt pour dire il a vu Laurent Gbagbo en train de tirer à bout portant. Mais on voit toujours dans vos trucs, dans vos maisons, ou bien dans vos cours, Gbagbo criminel. Mais d'où vient cette histoire de dire Gbagbo est criminel?
simplement parce que Ouattara, il fait la liaison entre Laurent Gbagbo et les militaires qui ont combattu. Et donc, soi-disant, les 7 femmes ou 6 femmes d'Abobo qui sont mortes, vous aviez dit que c'était Laurent Gbagbo. Maintenant, si Amédée Rémy a tué là-bas, vous allez dire non, c'est lui seul qui a tué. Donc, le fait même de condamner Amédée Rémy sous la République de Ouattara, Ouattara admet officiellement que les criminels là, viennent du côté de Ouattara, viennent du côté du RADP, ou bien vous ne comprenez pas. Parce que Amédée Rémy, en aucun cas, il n'a été jamais l'ami de Laurent Gbagbo. Il n'a jamais milité pour les FDS. Il n'a jamais été du côté de Laurent Gbagbo pour mener la guerre contre les rebelles. Il a été toujours aux côtés des rebelles pour mener la guerre contre Laurent Gbagbo. Et donc le fait d'admettre publiquement et de façon officielle devant les médias internationaux et devant le peuple ivoirien, Ouattara de façon indirecte, il s'accuse d'être le grand criminel et le grand génocidaire de notre nation. Il faudrait que ça soit clair. Donc un militant ou une militante du RADP éclairé devrait automatiquement comprendre que Laurent Gbagbo vient d'être libéré par la CPI qui dit que les criminels là, ne se trouvent pas du côté du FPI. Mais où se trouvent les criminels? Au même moment, la CPI dépêche des gens, des éclaireurs, des gens qui vont analyser le terrain, des gens qui vont superviser le terrain, des gens qui vont prendre tous les dossiers en charge dans le but de situer les responsabilités. Automatiquement, Ouattara il condamne Amédée Rémy pour dire non, il est condamné à perpétuité et il doit payer une somme. Mais vous les militants là, est-ce que vous êtes des petits idiots? Vous ne comprenez pas? Et c'est que Ouattara il est criminel. Il reconnaît, lui-même il reconnaît ses crimes. Il reconnaît qu'il a tué. Donc s'il reconnaît qu'il a tué par le biais d'Amédée Rémy là, mais les responsabilités doivent être situées. Parce que on ne peut pas dire Amédée Rémy est le seul qui a tué parce que lui il est burkinabé. Donc vous allez le liquider au sein du RADP parce que même malgré sa nationalité burkinabé, il a milité quand même pour le RADP, il a milité pour les FSI. Il y a des photos où il était même dans une tenue des FSI. Et qui dit FSI en Côte d'Ivoire dit rebelle. C'est vous-même qui avez choisi le nom FSI. Qui vous a donné ça? Ce n'est pas Gbagbo qui a dit qu'ils n'ont qu'à coller le nom FSI sur vos tenues. C'est lors des négociations, vous avez dit que vous n'êtes plus rebelle, que vous êtes en FSI, des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est faux? Mais c'est ce qu'Amédée Rémy hypothèse. Donc il était membre des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et ces forces républicaines de Côte d'Ivoire avaient pour leader Alassane Ouattara. Et donc si l'un de leurs a commis des crimes, c'est Ouattara qui a commis des crimes. Pourquoi vous avez condamné des généraux qui étaient proches de Laurent Gbagbo par rapport à les crimes qu'ils ont commis d'après le RADP? Vous avez lié ces crimes à Laurent Gbagbo automatiquement. Et pour ça, vous l'avez conduit à la CPI. Donc si les Amédée Rémy, les Boris Zakaria, les Fofier, les Ouattao, père à son âme, tous ceux ont commis des crimes, mais Ouattara n'est pas épargné. Il est le responsable et le cerveau de tous ces crimes qui ont été commis. Donc si on dit 3000 mots, Ouattara est l'exécutant de tous ces gens qui ont perdu leur vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, cette vidéo-là, c'est pour ramener les militants et les militantes du RADP là, à comprendre la politique. Ne soyez pas bernés, ou bien ne soyez pas bornés comme des hérons, ou bien comme des tilapiens. Soyez raisonnables à un moment donné. Ouvrez vos esprits. Vous êtes dotés de cerveau. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien ces cerveaux-là, vous utilisez ça pour manger cabato. C'est cabato, vous mangez avec ça. Ouvrez quand même l'esprit. Je vais m'hydrater la gorge et puis on poursuit. Ah! Quels sont ces gens-là? Putain! Malgré l'arrestation de Laurent Gbagbo, je vais revenir sur un fait. Je sais que les Ivoiriens qui sont un peu trucs, ils connaissent cette histoire de Maki Le Tokar, qui régnait à Yopougon. Malgré l'arrestation, Laurent Gbagbo était arrêté. Et Maki Le Tokar,
il régnait à Yopougon. Mais les gens ont fait directement le lien. Ils ont dit ce sont les miliciens de Laurent Gbagbo. Et toujours le nom de Laurent Gbagbo revenait. Les habitants de Yopougon, ce qu'ils faisaient, on dit non, article 125, ah c'est Brégoudé, c'est Brégoudé. Malgré que Brégoudé n'était plus en Côte d'Ivoire, mais il faisait toujours les liens. Combien le lien? On dit c'est Brégoudé ce sont les miliciens. Brégoudé, ce sont les miliciens de... C'est pour ça qu'ils ont arrêté Brégoudé pour l'envoyer à la CPI. Donc, si vous reconnaissez vous-même, en tant que des êtres humains dotés de cerveau, dotés de réflexion, malgré l'arrestation de Laurent Gbagbo, malgré la fuite de Brégoudé du territoire ivoirien en allant se réfugier au Ghana, et malgré la continuation des combats sur le territoire national, et malgré tout ce qui s'est passé à leur absence, vous leur avez attribué tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi refusez-vous que tout ce que les FSI ont fait là, ce n'est pas sous les ordres de Ouattara? Pourquoi vous refusez ça? Mais vous êtes dans un double jeu. Que vous-même, là, lors d'un débat, vous ne pouvez pas vous en sortir. Je dis, lors d'un débat, personne parmi vous ne peut s'en sortir. C'est Guégué qui le dit. Et Guégué, il sait de quoi il parle. Quand je dis, s'il y a un débat, aucun militant, quel que soit, ses diplômes ne peut pas s'en sortir face à Guégué compris, parce qu'il est le propriétaire de tous les dossiers et il sait de quoi il parle. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais écouter? Est-ce que je me fais saisir? Est-ce que vous avez ouvert vos oreilles grandement? Question. Alors, nous allons répondre à ces questions. Macky Le Toka, ce qu'il a fait à Yopougon. Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir parce qu'il avait été arrêté le 11 avril 2011. Avant même l'arrestation de Laurent Gbagbo, Brégoudé n'était plus sur le territoire ivoirien. Malgré tout ce qui s'est passé, vous avez dit que c'était Brégoudé et Gbagbo qui avaient commis ça. Et que c'était leur milicien. Maintenant, Trico, Amédée Orébi, ce qu'il a commis à l'ouest, vous dites c'est lui seul. Et que Ouattara n'est pas lié à ça. Ah, quand c'est RADP, c'est les chefs de guerre, c'est eux seuls. Ouattara n'est pas lié à ça. Mais quand c'est le FPI, alors tout ce que les militants font, alors c'est Gbagbo et Brégoudé qui sont responsables. Et que vous êtes vraiment des vrais malades. Vous êtes des vrais malades. Des vrais malades mentaux en fait. Je ne suis pas là insulté, mais je suis là réveillé. Les consciences des voyous qui sont en Côte d'Ivoire. Je suis là réveillé vos consciences parce que vous êtes des vrais idiots. Il faut être un idiot ou une idiote pour raisonner de la sorte. À tout cas, de mon côté, je sais que Ouattara est celui qui pilotait quiconque était FSI, quiconque était mutin, quiconque était mercenaire de Ouattara, quiconque combattait au nom du RADP, quelles que soient les actions que ces gens-là ont effectuées, Ouattara était l'auteur. Je vais vous rappeler, à Bobo, vous savez que c'est vous qui avez commencé à brûler les gens en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai tendance à attendre ça et là. Non, article 125, article 125. Mais cette histoire d'article 125 est née quand? Avant même les combats. Vous avez tué combien de forces de défense et de sécurité? Il y a eu même une cérémonie nationale sur le territoire ivoirien, à la télé. Ce jour-là, je pense qu'il y avait eu même 30 morts. Je dis ce jour-là, il y avait eu 30 morts. Mais ceux qui ont tué ces gens-là, ils étaient affiliés à qui? Je vous pose des questions. Ceux qui avaient tué ces soldats-là, ils les avaient tués au nom de qui? Mais c'était au nom d'Alassane Ouattara. Avant même que les combats ne déclenchent en Côte d'Ivoire, les gens mouraient déjà. C'est les forces de défense et de sécurité mouraient déjà sous les balles des militants du RADP. Parce que voilà des gens, je vais vous expliquer comment ils fonctionnent.
Quand on vous dit quiconque est militant du RADP est un djihadiste, vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent, ces gens-là, ces batraciens de merde. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. Je ne suis pas l'insulté, mais je vous dis la vérité. Je vais me gratter la gorge et on poursuit mes frères. Voici des gens, pour tromper l'opinion publique, parce que lorsqu'il y a toujours marche, il faut encadrer ces marches. Laurent Gbagbo ne venait pas, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, ne venaient pas dans le but de tuer des gens. Je vous rappelle, ils ne venaient pas ou ils ne partaient pas sur le terrain dans le but de tuer des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis des gens meurent et on dit que ce sont des civils. Mes frères, voilà les gens du RADP qui ont déclaré une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est une guerre où même tu es incapable de localiser l'assaillant lui-même. L'assaillant lui-même, il porte des vêtements civils. Et vous connaissez la majeure partie de ceux qui supportent le RADP, ils sont musulmans. Et qui dit musulman parle de boubou. Je vais rentrer en profondeur, je vais vous expliquer. Je dis bien, la majeure partie du RADP sont musulmans. Et qui dit musulman parle du boubou parce que n'oublions pas, si rébellion est venue, c'est cette histoire de boubou qu'ils ont utilisé comme argument pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, en Côte d'Ivoire, les musulmans ne pouvaient plus porter boubou. Donc, au nom de ça, au nom du boubou, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Comme c'est un habit phare des musulmans du Côte d'Ivoire. Alors, donc, qui dit musulman dit boubou. Voici des gens qui se comportent, c'est-à-dire, ils sont extérieurement liés à des gens qui sont au Moyen-Orient. De la manière ils fonctionnent, c'est de la même façon qu'ils fonctionnent. Regardez bien. Voici des gens, ils disent, ils appellent à des marches pacifiques. Et qui est leur maître? C'est Ouattara qui donne l'ordre. Je dis bien Draman, depuis l'hôtel du Golfe. Il dit boycotter. Je lance un appel à tous les militants de prendre les rues. Mais dans cette histoire d'appel, voici des gens qui sont en boubou, de djihad, et ils ont caché des kalachnikovs dans les boubous. Femmes comme garçons. Les femmes, vous savez, elles aiment bien porter dregeba. C'est en Côte d'Ivoire, on a su qu'il y avait des femmes rebelles. Elles portent les dregeba, les gros habits là, comme des trucs. Et puis les garçons, ils sont dans boubou. Oh, en bas des boubous là, mes frères, en bas des dregeba là, il y a des pistolets, il y a des canons chiés, il y a des kalachnikovs, d'autres même au couteau. Et puis ils chantent. Depuis quand vous avez déjà vu Djoula manifester paisiblement dans un pays? Dites-moi, qui est plus violent que Djoula? Les Djoulans sont des barbares. Ils sont comme des Arabes. Je dis la vérité, c'est-à-dire, s'il y a un de respect, mais je dis pour que les gens comprennent. Ce peuple du Nord, c'est-à-dire les Djoulans de Côte d'Ivoire, c'est des barbares. Ils ne sont pas différents des Arabes. C'est des gens, la preuve en est que où on pose les bombes là, c'est au nord là-bas. Ils sont comme ça, ils ont une mentalité tordue. Ils ont une mentalité tordue. Et c'est des gens qui sont barbares de nature. Ils sont nés comme ça. Ils sont même choses comme Arabes. Ces gens-là ne peuvent jamais organiser une marche pour dire cette marche va être pacifique. Donc, c'est-à-dire, les Djoulans même là, ils savent de quoi je parle. Je vais sur ce terrain pour faire comprendre aux uns aux autres, même s'ils sont ministres et puis ils me suivent, ils savent que Dieu, ce qu'il dit là, c'est vrai. Aucun Djoula n'est pacifiste. Il faudrait que ça soit clair. Ils sont tous barbares, ils sont nés comme ça. Et ils vont mourir barbares. Et dans leur gène, dans leur sang, c'est des gens qui sont des bandits, des terroristes et des djihadistes. Ils sont comme ça. Je ne sais pas si c'est leur religion qui les pousse à être comme ça. Ou bien s'ils sont nés comme Ama, en tout cas, ils sont comme ça. C'est des gens qui sont des bandits notoires. Et ces gens-là, imaginons, ils disent qu'ils organisent des marches pacifiques. Depuis quand vous avez vu un Djoula organiser marche pacifique? Ça n'a jamais existé.
C'est comme un arabe qui dit j'organise une marche pacifique. Mes frères, arabe qui organise une marche pacifique, il y aura toujours une kalash dedans. Et c'est comme ça les Djoula de Côte d'Ivoire ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lors de leur manifestation? Question. Ce n'étaient pas des militaires qui étaient partis encadrer ces marches. C'était des policiers, s'il vous plaît. Parce que la police a pour rôle primaire d'encadrer et d'apporter l'ordre dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a des débordements et tout, c'est la police qui va. Et quand la situation déborde, c'est là maintenant on appelle les militaires pour venir en renfort. Mais le rôle primaire d'un policier, c'est d'apporter l'ordre. Et quand il y a des manifestations, c'est d'encadrer les manifestations pour ne pas que ça déborde. Alors, les militants du RADP avaient un seul objectif, créer le désordre et abattre ces policiers. Et donc, quand ces policiers battaient, encadrés, parce qu'il faut bel et bien les encadrer, ce sont des gens qui sont barbares. Et qui dit barbare dit casse, pillage, vol. Et vous connaissez les petits Djoula, ce sont des petits voleurs. Je le dis parce que je n'ai pas peur. Je le dis parce que je sais comment ils fonctionnent. Ce sont des petits voyous, des voleurs. Excusez-moi, ils ne sont pas tous comme ça. Mais la majeure partie des Djoula, ils sont des voleurs. Même si vous êtes en carême, je préfère taper dur. Si c'est pour que votre Dieu que vous priez là, vous puissiez comprendre, vous puissiez entendre. Donc, qui dit marche, dit des gens, quand ils voient les grandes boutiques, il y a des ordinateurs, automatiquement ils cassent, ils volent. Ils voient une moto, vous savez, c'est des gens, ils aiment bel et bien conduire. Ils aiment bien rouler. Les motos, ils cassent tout de suite. Ils voient déjà l'argent. C'est des gens, ils sont attirés par l'argent, l'odeur d'argent. Donc, ils sont des petits voleurs. Il faut les encadrer pour ne pas qu'ils volent. On les connaît. En Côte d'Ivoire, quand on dit vol, mais vous ne voyez pas les microbes, mais ils sont remplis de douleurs. C'est des petits voleurs, des petits délinquants. Et quand on dit marche pacifique, imaginez-vous, tous ces petits voyous, ces petits délinquants douleurs, supporters à Dramane Ouattara qui lui a donné l'ordre d'aller manifester, mais ils voient déjà les agressions, ils voient déjà les vols, les pillages, ils voient déjà un profit, la mort, parce que c'est des gens, ils aiment tuer, dans leurs yeux là, c'est la mort, piquer couteau, tirer sur les gens. Les policiers sont allés les encadrer. Dans leur boubou, ils appellent les calaches et puis ils tuent les policiers. Imaginons, toi qui es policier, tu t'en vas encadrer des gens. Et au milieu de la foule, il y a des gens qui viennent, ils tirent sur les policiers et puis ils rentrent dans la foule. Et toi qui es policier, tes collègues tombent. C'est-à-dire, des gens, ils sont dans la foule et puis ils tirent sur eux. Et les civils, ils viennent, ils protègent les criminels. Mais écoute, toi tu es policier, tu fais comment? Mais ces policiers qui étaient partis là, est-ce que vous les connaissiez? Peut-être le client, il allait avec son frère. Ou bien son ami de longue date. Ils s'en vont encadrer une marche. Et puis il y a des voyous qui sont au sein de cette marche. Qui tirent. Tu as tué mon frère devant moi. Mais mon frère, je vais devenir malade dans la tête. C'est-à-dire, tout ce qui bouge devant moi, je vais arroser ça. Il faudrait que ça soit clair. Mais vous pensez que quoi? Je m'avais encadré quelque chose, je n'ai pas tiré. Et des gens, ils tirent. Mais s'ils ont tué mon frère, c'est que moi-même, ma vie est en danger. C'est qu'ils risquent de m'abattre. En retour, là, je ne vais pas chercher à calculer. Là où coup de feu est quitté, là, je vais allumer là-bas. Que ce soit civil ou quoi, ou rebelle, je vais enflammer partout. Et c'est ce que les militants du RADP ont fait. Et le fait de dire ces 6 femmes ou 7 femmes qui sont mortes ce jour-là, voilà des menteurs. C'est-à-dire on tire des balles et les balles là, ça tue les hommes et ça va tuer seulement les femmes. Vous savez, c'est des mensonges. Ce jour-là, on sait que c'était une marche organisée pour aller prendre la RTI. C'était ça, leur objectif. La marche qu'ils avaient organisée, cette marche dans laquelle ils disent non, 6 femmes sont mortes. C'était une marche de gangsters, de bandits, de voyous, de terroristes, femmes comme garçons, ils étaient mélangés. Dans le but de prendre le contrôle de la radio et télévision ivoirienne pour proclamer officiellement Alassane Ouattara comme président
de la République de Côte d'Ivoire à travers la RTI et notre TCI. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là, des policiers sont morts nombreux. Ils ont tué 30 policiers, des marcheurs qui tuent 30 policiers, mes frères, ça vient d'où? Mais ces policiers qui sont morts, allez-y sur Internet, tapez sur YouTube. 30 policiers tués lors des marches d'Abobo. Mais qui endosse les responsabilités? Parce qu'on cherche à savoir quels sont ceux qui sont les auteurs de ces morts, des 3000 personnes. Mais c'est 30 policiers qui sont morts ce jour-là. Et quels sont ceux qui les ont tués? Mais ce sont les militants du RADP. Pourquoi Ouattara, il n'encaisse pas? Pourquoi Ouattara ne dit pas que non? Le jour où mes éléments, c'est-à-dire mes militants sont sortis, quand même il y a eu des policiers qui sont morts. Pourquoi il ne parle pas de ça? Et puis il dit non, 6 femmes, 6 femmes. Mais qu'est-ce qui a provoqué la mort de ces femmes-là? C'est suite à la réaction des bandits, soi-disant militants du RADP là, qui a poussé, la réaction de ces bandits-là qui a poussé les policiers à réagir à leur tour. Et il y a eu mort d'hommes de part et d'autre. Les policiers n'ont pas été les premiers à tirer. Ce sont les militants qui avaient caché des pistolets, des calaches dans leur boubou pour abattre les forces de défense et de sécurité. Quand les gens ont vu que c'était chaud et que ce n'était pas de simples militants, et que ces voyous-là, c'était des rebelles déguisés en civils qui étaient armés, c'est-à-dire des militants pacifistes aux yeux du monde entier, mais dans le fond qui étaient armés de calaches, de couteaux et de pistolets, alors il fallait prendre des dispositions nécessaires. Voilà pourquoi ils ont demandé à la police de replier et ils ont envoyé l'armée, c'est-à-dire les policiers. Je dis les policiers, les militaires pour affronter ces bandits-là parce qu'ils ont su que c'était des terroristes. Ils ont su que ce n'était pas des militants simples et que c'était des rebelles déguisés en civils. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment le RADP a fonctionné. Et tout cela, ils mettent ça sur la tête de Gbagbo. Oh, pourtant, ils sont les vrais, ils sont les premiers à commettre les crimes. Je rappelle, vous qui habitez à Bobo là, vous, regardez-moi droit dans les yeux, je vais m'hydrater la gorge d'abord. Parce que je dois vous dire la vérité. Vous, militants du RADP, et militants du RADP, vous qui accusez tout le temps l'opposition d'avoir commis des crimes contre l'humanité, là, je vais vous poser des questions. Vous qui êtes là, dit article 125, article 125, qui est l'auteur de l'article 125? Question. Mais je pense que l'auteur de l'article 125, c'est le RADP. Et je vais me justifier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne savait pas comment il fallait brûler son propre frère ivoirien. Je dis bien, l'Ivoirien ne savait pas comment brûler son propre frère ivoirien. Et comme je viens de l'expliquer tantôt, que le peuple du nord de la Côte d'Ivoire est le vrai problème de notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est les Djoula de Côte d'Ivoire. Ils sont une épine dans l'évolution de notre pays. C'est déjà, ils sont barbares. Ils ne sont pas différents des Arabes. Vous savez où il y a Arabes, il n'y a pas de paix. Je ne suis pas là sous-estimer ce peuple, mais je suis là dire la vérité parce que c'est un peuple barbare. Et les musulmans, même quand un chrétien devient musulman, il devient barbare. Je ne sais pas si c'est la religion qui change leur mentalité ou bien lorsque tu deviens musulman, je ne sais pas si ton ADN ou bien tes gènes, en tout cas, tout change. Mais quiconque est musulman devient violent. Tous ceux qui prêchent pour dire non, non, c'est pas très, c'est des menteurs, c'est des personnes qui sont violentes. Il faut dire devant un musulman que son prophète est temps et tu vas voir sa réaction. Il va même vouloir te tuer. Or pourtant un musulman peut dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus est temps. Et puis toi le chrétien tu ne peux pas réagir violemment. Ceux qui pensent que je mens là, allez-y devant les musulmans ivoiriens. Dites-leur que leur prophète est temps et vous allez voir leur... C'est ici la Kalash il va te tuer. Comme si c'est lui-même qui était le Dieu. Je vous dis, ils sont des barbares. C'est que je vous... Et même eux-mêmes, ils savent. Ils sont dans Carême, mais ils savent qu'ils sont des barbares et ils ne sont pas loin d'être des terroristes. Il faudrait que ça soit clair. Et ils sont conscients de ce que je dis. Dans mon île boss, il y a déjà ta mère.
C'est parce qu'ils savent qu'ils sont violents, ils sont barbares. Il faudrait que ça soit clair. En Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne savait pas comment on brûlait son prochain. Il n'y a que les militants du RADP là, et les barbares terroristes du nord de Côte d'Ivoire, appelés les Djoula là, qui ont mis ça en place en Côte d'Ivoire. Parce que l'histoire est très récente et tant que Guégué sera là, il va rétablir la vérité. Partagez la vidéo. Je sais que je suis restreint, ma page a été restreinte parce que tout simplement, des gens m'ont signalé, les voyous du gouvernement m'ont signalé, ils disent que je suis un élément dangereux. En rétablissant la vérité, on m'accuse d'être dangereux parce que Guégué rétablit la vérité. C'est ce qu'ils n'aiment pas. À Bobo là, quand le commando invisible a apparu à Bobo, mais le commando invisible, il ne combattait pas pour lui seul. Il combattait au nom du RADP, mes frères. Et je peux vous dire, tous ceux qui combattaient aux côtés du commando invisible, aujourd'hui là, ils sont pour Alassane Ouattara. Ils sont avec Draman Ouattara. Mais il y avait une cité policière, s'il vous plaît, non loin de l'antenne. L'antenne de la RTI se trouve à Bobo. Vous savez. Ok. Quand l'antenne est touchée, la RTI ne met plus. Non loin de l'antenne, il y avait une cité policière, pour ne pas dire un immeuble, où les policiers étaient logés. Et qui dit policier, c'est des gens qui ne sont pas célibataires, ils ne vivent pas seuls souvent. Donc, ils étaient avec leurs enfants, leurs femmes, d'autres, ils n'étaient pas mariés, ils étaient avec leurs copines, avec enfants. D'autres avaient envoyé leur maman en vacances, frères, sœurs, servants, tout ce que vous pouvez imaginer, mes frères. Les djoulas du RADP, là, je dis bien les djoulas. Ils sont des djoulas, c'est des djoulas. Ces djoulas terroristes là, du RADP, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté allumette 25, pétrole 100 francs. Voilà d'où vient cette histoire d'article 125. Je dis bien allumette 25, pétrole 100 francs. Ils ont versé ça sur l'immeuble. Et ils ont mis feu, mes frères. Imaginons la douleur. C'est-à-dire ces gens-là, ils sont sans cœur. Ils n'ont pas eu pitié de ceux qui devraient être dans l'immeuble. Eux, pour eux, là, les policiers est égal à Gbagbo. Voilà ce qui raisonne. Vous voyez, c'est des gens, ils ne sont pas intelligents. Ils sont bêtes de nature. Je répète, c'est des gens, ils ne sont pas intelligents, ils sont bêtes de nature. Donc, quand ils voient un policier dans l'immeuble, automatiquement, ils voient Gbagbo. Tellement ils ont la haine contre Gbagbo. Il fallait éliminer quiconque était policier dans l'immeuble, sans tenir compte des familles de ces gens qui étaient des civils qui n'avaient rien à voir avec la police. Ils ont enflammé l'immeuble, mes frères et sœurs, et ils ont brûlé des milliers d'individus. Vous connaissez en Afrique, quand ton enfant il réussit, mais toute la famille vient habiter chez cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Vous-même qui me regardez là, quand tu es bien placé au pays, quand tu as ton enfant qui est policier, mais c'est comme si ton enfant, il a réussi, c'est un cadre dans le pays. Toute la famille du village vient habiter chez cet enfant. Si l'enfant n'est pas mauvais quand même, s'il a un bon cœur, il envoie toute sa famille en ville pour habiter là-bas. Parents, enfants, servants, ils ont brûlé l'immeuble. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Ils ont brûlé tout le monde. Et ils disent, non, ce sont les pro-Gbagbo, on les a. Et ils les ont filmés. Il y a d'autres qui ont essayé de s'échapper en fait. Qui sont descendus de l'immeuble. Ils les ont fusillés avec des calaches. Et ils ont mis des pneus sur eux pour les brûler vifs. À ce temps, à Yopougon, ils n'avaient pas encore brûlé un seul grain de cheveux de soi-disant un militant du RADP. Personne n'avait été encore brûlé à Yopougon. Mais quand le peuple ivoirien a vu ces images à la télé en direct, mais vous pensez que les policiers, ils n'avaient pas leur famille?
C'est des gens, ils ont leurs amis, ils ont leurs familles partout en Côte d'Ivoire. Toi, tu as brûlé enfant des gens parce que votre fief, c'est à Bobo. Vous brûlez famille des gens, enfants des gens, et vous pensez qu'à Yopougon, là aussi, vous allez vivre paisiblement. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est suite à ça, là, il y a eu des les gens, les habitants de Yopougon ont réagi et ont commencé aussi à brûler. Voilà d'où vient cette histoire d'article 125. Ce sont les militants d'Aldo qui ont mis ça en place. C'est eux qui ont envoyé l'histoire d'article 125. C'est eux qui ont commencé à brûler les gens pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ce sont des terroristes, mes frères. Il faudrait que ça soit clair. Dieu, ce qu'il vous dit, il vous le dit avec un cœur meurtri parce qu'il sait ce qui s'est passé. J'ai vécu les faits en direct. J'étais en Côte d'Ivoire lorsque la guerre se passait. J'étais à la base navale de Lokogiro. J'étais à Lokogiro. Lorsque la guerre se passait, j'ai vu des gens qui sont morts. Les crimes que le RADP a commis, les crimes que les FSI ont commis. Et aujourd'hui, quand je vois des gens dire non, ce sont les gens de l'opposition, ça me fait mal. Les gens du RADP ont commis assez de crimes. Il y a eu des enlèvements gratuits. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les FSI, c'est des gens incultes. Ce sont des vrais analphabètes, des illettrés qui sont remplis là-bas. Ils n'ont jamais fait les bancs. Quand je dis bancs, c'est trop dit. Ils n'ont jamais attrapé le stylo pour écrire. Ils ne savent même pas écrire leur nom. C'est des gens qui sont analphabètes. À Yopougon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, Guégué, si je vous montre mon pied, vous allez comprendre. Ces gens ont failli me tuer, ils ont failli me ôter la vie. C'est des bandits. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là à Yopougon. Quand la base navale de Lokogiro est tombée, c'est là que Yopougon est tombé. Mais c'est tombé suite à l'aide militaire de la France. C'est la France qui les a aidés. Et il y avait des bombardements aériens et tout. Eux-mêmes, ils savaient. Quand ils ont attaqué Yopougon, côté CIE, Niagon, CIE, quand ils ont attaqué là-bas, il y avait une base de ceux qui défendaient la Côte d'Ivoire. Mais la France a bombardé là-bas d'abord. Soit disant, ils sont là neutraliser les armes lourdes. Pendant ce temps, ils donnent des armes lourdes au FSI. À un moment donné, ils rentraient dans les cours, maison par maison. Si tu étais jeune, mes frères, ce que je vous dis là, ça fait pitié. Quiconque était jeune, malheur pour toi, si tu quittais au village et que tu avais nettoyé trop dans un champ de cacao, vous savez, ils regardaient les doigts. Si tes doigts étaient un peu durs, là, ils disaient que non, c'est parce que tu as appuyé trop la gâchette que c'est devenu dur. Automatiquement, ils disaient que non, tu étais un milicien de Gbagbo. Ils t'enlevaient. Ceux qui avaient, par malheur, qui avaient la calvitie, qui faisaient la coiffure, la boule à zéro, ils étaient aussi des personnes mortes. Parce que pour eux, c'était des militaires qui s'étaient fait raser la tête. Est-ce que vous comprenez? Ils regardaient aussi les pieds. Parce que vous savez, d'après eux, quand ils portent leurs chaussures militaires, ça coupe tes poils. Donc tous ceux qui avaient des poils coupés au niveau des tibias et des pieds, ils les considéraient comme des anciens militaires qui avaient enlevé leur tenue militaire, qui étaient maintenant en civil. Ils les prenaient. Donc mon frère, si tu étais en brousse et que tu portais des bottes, vous savez les bottes là, ça coupe aussi poil. Ceux qui savent, ils savent. Et quand tu vas en brousse et puis tu portes des bottes là, ça coupe tes poils. Et que si ça avait coïncidé que tu étais venu à Abidjan et cela s'était passé, mon frère, on te mettait
Tout simplement, on te faisait un enlèvement, on te tuait. Sans jugement, ils ont tué des gens. Des gens qui n'avaient rien à voir avec la crise. Ils ont arrêté des gens cadeaux pour les abattre comme des fourmis. Et ceux-là, aujourd'hui, ils ont le culot de venir dire qu'eux, ils n'ont jamais touché une mouche en Côte d'Ivoire. Et que ceux qui sont les criminels, ce sont les gens qui ont été déchus du pouvoir. C'est-à-dire les babos et les brebis ainsi que les autres. Ils sont des vrais malhonnêtes. Qui est plus criminel que militant du RADP? Qui est plus criminel qu'Alassane Ouattara? Il n'en est pas. Il n'en est pas. En Côte d'Ivoire, les plus criminels qui sont reconnus officiellement au sein de notre nation, il n'y a que Ouattara et sa bande. Ils sont les vrais surdoués de la criminalité vis-à-vis du peuple ivoirien. Je ne vais pas trop durer, mes frères. Je préfère m'arrêter là. Il y a trop de dossiers. Après demain, on va attaquer d'autres dossiers. Pour finir, j'aimerais vous dire que tous ceux qui souffrent du coco, le coco là, bon, tout le monde ne connaît pas ça. Je veux parler de l'hémorroïde. Mon frère, quelle que soit l'intensité et le décret, je parle du décret que l'hémorroïde a pris sur toi pour signer ton arrêt de mort. Mon frère, ce décret-là sera neutralisé. Et quel que soit le degré, je parle maintenant du degré de ton hémorroïde, ça sera neutralisé par la feuille magique de Didier. Ceux qui ont commandé, eux-mêmes ils témoignent, mais je ne peux pas les afficher parce que personne ne m'a donné son accord. C'est un secret médical. Beaucoup m'appellent, il y a d'autres, ça sort. Parce que quand ça sort, là, ça vient être du sang. Ça fait mal. C'est une plaie, une grosse plaie. Pour que caca vienne là, c'est tout un problème. Tu luttes, tu pleures, on dirait un bébé. Ah, nia. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu souffres? Sachant bien que l'empereur Hirohito, l'homme dont on parle, le propriétaire de tous les dossiers, le grand sachant, le docteur Monton, en personne, dès qu'il a compris, il te parle. Il dit, viens. Il va te donner la feuille magique pour que tu puisses te faire soigner. Ma soeur, mon frère, même quand ça sonne, tu as une douleur, tu marches, on dirait crabe. Il ne faut plus marcher comme ça. C'est-à-dire, quand tu commences le traitement, 4 jours après, ça ne va plus sortir. Quand ça rentre, boum, ça sort plus. Même il faut chier un gros caca, ça n'a qu'à être lourd comme la terre. Ça ne peut plus faire sortir ça. Hein, le médicament est un médicament très puissant, aigu et très efficace. Ça ne loue jamais sa cible. Tu prends ce médicament, si coco est en toi, bye bye le coco. Parce que souvent, le coco est à la base de la faiblesse sexuelle. Il faudrait que je dise ça aux gens. Quelqu'un qui a un coco aigu, quelqu'un qui est hémorroïdaire, souvent là, sur le lit là, il est floco-floco. Quand je dis floco-floco, il a la jouissance précoce. Ça ne va plus. Madame va te tourner dans tous les sens. Mon frère, ça dort. Ça se lève, un coup, ça fait 2 minutes. Ouais, tu verses, ouais, bébé. Ça fait, on dirait que tu es en train d'arroser une nouvelle plante. On dirait que tu es en train d'arroser les pépinières. Et ça ne vaut rien. Pourquoi ne viens-tu pas? Mais pourquoi ne viens-tu pas voir l'incontournable? Dieu a compris. Il va te donner la feuille magique. Ton coco là, à partir d'aujourd'hui, si tu me vois, quel que soit la souffrance, quel que soit le mal du coco que tu as, Dieu te soigne. Et les femmes là, vous les femmes, vous pensez que vous n'avez pas coco. C'est du mensonge. Quand les femmes accouchent souvent, là, ça déclenche leur coco. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. C'est quand tu accouches, toi femme qui me regarde là, écoute-moi très bien. Quand tu accouches, et puis quelques jours plus tard, tu vois que tu t'en vas, ton anus te fait mal.
Tu vas aux toilettes, ça te fait mal. Il ne faut pas te dire c'est l'accouchement. Non, 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 ça a déclenché ton coco comme ça. Ça a commencé. Ton coco a commencé. Il faut te faire soigner. Si tu ne te fais pas soigner et puis ça sort, ils vont te dire non, allons-y, ils vont opérer. Ils vont opérer 6 mois après, ça pousse encore. Donc tu vas te faire opérer. Ils vont coudre au cuir là. Ils vont prendre grosse aiguille pour coudre au cuir là. Depuis, écoute, est-ce que tu es sérieuse, ma soeur? Tu vas te laisser, ils vont coudre au cuir là pendant combien de temps? C'est-à-dire tu accouches. Tu vois que les jours qui passent, ton anus te fait mal. On dit non, c'est accouché. C'est pas accouchement, c'est coco qui commence comme ça. Et tu vas laisser, ça va descendre. Quand ça va descendre, ça vient avec du sang. Ça te fait mal, tu marches. On dit, ah, depuis là, ton état de convalescence n'est pas encore fini. Tu dis, ah, je ne comprends pas. Ma soeur, viens, l'incontournable va te soigner. Mais si tu restes là, ça sort là. Ils vont prendre grosse aiguille là, ils vont te coudre le cuir. Excusez-moi, c'est un fait. Grou, 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 grou. 6 mois après l'opération, ils doivent te coudre quand même, c'est important. On ne peut pas t'opérer sans te coudre. 6 mois après, ça repousse. Tu marches encore, ils vont encore opérer, ils vont coudre. Mon frère, vers la fin, tu n'auras plus de cuir. Pour éviter ça, avec l'incontournable, bien compris. Viens avec la feuille magique. Cette feuille-là, ça fait disparaître et c'est bio, 100% c'est bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. De quoi as-tu peur? Il y a des gens, ils voient la chance est devant eux et puis ils sont là. Je suis chrétien. Mais ça a quoi à voir avec l'histoire de chrétien? Mais Dieu a donné les plantes. Dieu a donné la nourriture à l'être humain. De prendre ça pour se soigner, de manger. À quoi ça tu vas dire, non, je crois en Dieu. Il faut rester là. Dieu là, il ne va pas quitter au ciel pour tomber boum, pour te soigner. Dieu, il te soigne via les plantes. Même dans les pharmacies là, ce sont les plantes. Les comprimés que vous voyez là, ce sont les plantes qui ont été travaillées. Les sérums anti-venimeux. Mais vous pensez que les gens, ils s'en vont dans la forêt pour chercher les serpents. Ils prennent les venins des différents serpents. Et ils travaillent ça, ça devient piqûre anti-venimeux, sérum anti-venimeux. C'est tout ce qui se trouve dans la forêt qui sont retravaillés, qui deviennent comprimés et tout. Mais vous ne savez pas. Or, quand ça vient de la forêt, ce n'est pas encore mélangé avec des produits chimiques. Et donc, c'est bio, 100% bio. C'est vrai guidi, c'est fort, puissant. Tu prends ça, ça te soigne au calme. Venez voir l'incontournable. Maintenant, ça c'était côté hémorroïde. Maintenant, ceux qui ont la faiblesse sexuelle, il y a des gens qui souffrent. Il y a à peine ils montent, à peine, ouais, ils ne peuvent plus continuer, ils sont ici. Mon frère, tu n'as même pas encore joué le match, tu respires, on dirait quelqu'un qui a attaqué fatigué. Tu n'es pas Messi, tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Leur effort qu'ils fournissent sur le terrain, là, tu n'as même pas encore fourni. Hein? La moitié, et puis tu es déjà essoufflé, on dirait même que tu vas t'évanouir. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu respires on dirait quelqu'un qui a parcouru au moins 1000 km. Pour ne pas que madame soit déçue de toi, viens voir l'incontournable. Il y a la poudre magique. Je parle d'une poudre très puissante. Je ne suis pas là pour parler du fétichisme ou du maraboutage, mais je parle d'une poudre magique puissante et naturelle qui n'a aucun effet secondaire, qui est 100% bio, mes frères. Tu prends ça, ta faiblesse sexuelle est résolue, est guérie. Même si tu es infertile, si tu ne peux pas procréer, tu prends ça aussi là, ça va t'aider à procréer. Si tes spermatozoïdes ne peuvent pas enceinte une femme, tu prends ça. Madame, écoute-moi, Rokia va tomber enceinte. En un mois de traitement, deuxième mois, là, Rokia va dire, je ne vois plus mes trucs. Elle ne va plus voir ça parce que le caca a fait déjà ses effets. De quoi tu parles? Viens voir Gégé. Faiblesse sexuelle, tu te traites. 14 à 20 jours, mon frère. Tu es Dieu, madame va apprécier. Elle va dire, mais tu es performant dans cette temps-là, tu veux me tuer, je suis enfant des gens. Tu dis non, je vais rattraper tous les jours passés. Ce n'est pas un médicament excitant, c'est un médicament qui traite le fond du problème. Donc, ce que j'ai là, c'est le grand frère d'à côté.
Et votre atoté là ne peut pas se comparer à ce médicament. Atoté que les gens ils ont là. Moi j'ai un autre médicament qui est atoté, mais je ne donne jamais ça à quelqu'un en fait. Je ne donne pas à quelqu'un parce que c'est un médicament qui est très puissant. Et si tu prends, tu es capable de violer ta propre soeur. Tu es capable de violer ta propre fille. Pour ne pas que demain, les gens se retournent contre moi pour dire Guégué, tu m'as donné tant, voilà les dégâts que j'ai commis. J'évite de donner ce médicament à quelqu'un. Je suis le seul qui connaît. Et si je donne là, ça va apporter des catastrophes. Et en retour là, je serai l'auteur de tout ça. Et les responsabilités seront contre moi. Voilà pourquoi je ne donne pas ça à quelqu'un. Quand je vois les gens en vent à côté avant, je dis, mais ceux-là, ils rigolent. Vrai à côté là, est-ce qu'ils connaissent? L'incontournable petit Dida, mélangé à Bété, elle te donne à côté, et puis toi, tu vas voir ta scène. Non, il y a longtemps tu as bondi sur elle, tu vas là. Parce que avant de prendre ça là, il faut être sûr que madame ne va pas te dire, elle ne veut pas. Et il faut être sûr à 100%. Vous dites, ah, madame, là, si je prends ça, madame, j'aime bien la petite du quartier à 100%, elle ne va pas refuser tes avances. Elle est prête à assumer. Si c'est 5 heures du temps que tu dois la pilonner, le pilonnage pendant 5 heures, tu es en train de frapponner, fracasser, nettoyer le disjoncteur. Je dis, essuyer le champignon, pédaler, frapper les paroisses. Pendant 5 heures du temps, est-ce qu'elle peut tenir? Est-ce qu'elle est prête? Si oui, mon frère, tu prends ça. Elle va apprécier ce qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Elle sera satisfaite. Peut-être elle va sortir nue de la chambre en train de courir dehors. Tu vas dire, mais il y a quoi? Chou, viens. Honte là, ça va sortir de ses yeux. Tellement tu vas frapper ça. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas vouloir rester dans la même maison que toi. Elle va sortir nue en train de courir. Je ne donne pas ce médicament à quelqu'un. Je sais de quoi ce médicament est capable de faire. Je garde le secret pour moi seul. Alors, pour la poudre magique, ça ce n'est pas à côté, hein, c'est une poudre qui soigne réellement le problème, qui permet aux gens d'être efficaces. Ceux qui ont la jouissance précoce, ça leur permet d'avoir l'endurance au lit. Et ceux qui ne procréent pas, c'est-à-dire ils ont problème de spermatozoïdes, la même poudre leur permet de pouvoir procréer et tout. Et donc, quand je donne le prix d'autres, c'est cher. Rien n'est cher. Pour ton propre plaisir, là, tu ne peux pas gagner ça à l'hôpital. Aucun médecin ne peut te permettre d'avoir le plaisir au lit. Guégué, avec sa poudre magique, il te permet d'avoir le plaisir au lit. Et c'est soigné pour toujours, pour plusieurs années. Et toi, tu trouves que c'est cher. Si c'est à l'hôpital, là, les médecins, là où vous partez, ou bien dans les pharmacies, s'ils avaient un tel médicament, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Ils allaient faire quoi? Mais c'était des millions, c'était des riches sur cette terre qui allaient se procurer de ça. Ils n'allaient pas donner ça à des petits pauvres. Mais moi, Guégué, je vous montre ce médicament. Et là, c'est cher, rien n'est cher. Si tu veux être faible au lit, et que les femmes vont bouffer ton argent, parce que si tu es faible là, elles vont rester avec toi à cause de l'argent, elles vont avoir leur petit coupé à quelque part. Et le petit pompier, c'est lui qui va frapponner ça. Lui, il ne donne rien, mais il chicote ça seulement. Parce qu'il donne le vrai plaisir. Toi, elle est avec toi à cause de ton jeton. Donc si tu veux dépenser le jeton comme un petit mouton, il ne faut pas payer. Il faut rester là. Dépense seulement. Pendant que tu dépenses, tu as Adjoa. Adjoa, ça va voir son petit René Caillé qui est à côté, qui lui, il ne fout rien, mais il frappe seulement. Et l'argent que tu lui donnes, elle donne ça à petit René Caillé. Il faudrait que ça soit clair. Si tu ne veux plus que ça continue, et que tu veux que Adjoa soit pour toi seul, mon frère, viens. Guégué à la solution. Pour finir, je vous laisse mes 2 contacts. Mon numéro belge et mon numéro français.
J'ai plusieurs numéros. Il y a d'autres numéros que je ne communique pas. J'ai beaucoup de numéros de plusieurs pays. Il faudrait que ça soit clair. Je suis un international. Alors, 0032 46 52. Non, excusez-moi. 0032 46 52 54 128. Je répète. 0032 46 52 54 128. Ça, c'est mon numéro belge. Vous pouvez m'avoir sur mon WhatsApp parce que j'ai désactivé ce numéro pour ne pas que les gens me retrouvent en Belgique. Et j'ai un autre numéro belge que je ne communique pas aux gens. Il faudrait que ça soit secret. Maintenant, voici mon numéro français que j'ai aussi. 0033 6 53 02 44 64. Vous pouvez aussi m'avoir sur WhatsApp. Et tous ceux qui veulent payer, mais contactez-moi. Et voilà, on va en parler. Sur ce, on se laisse. Si tel incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on va ça.